Tu as peur de te dénuder? Pourquoi? J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis? Dis-la. Muscle ton jeu. Sale petit enfant de putain. Une grosse vanne de copains, une grosse paire de couilles, et après on fait ce qu'on Nous veut. ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bienvenue dans Oh les gars, le podcast où on parle de virilité. Aujourd'hui, j'accueille Louis. Bonjour Louis. Salut Vincent. Comment vas-tu? Très bien. Super. Écoute, je te propose qu'on saute dans le sujet. Toi, comment tu dis dans ta tête? Est-ce que t'es un homme, t'es un jeune homme, t'es un garçon, t'es un gars, t'es un mec, t'es un bonhomme? Qu'est-ce que t'es, toi? Je suis tout ça. Il n'y en a pas un qui m'a fait tiquer particulièrement. Peut-être un homme un peu plus, parce que à 31 ans, je me dis qu'on est plus un homme qu'un garçon, mais je suis quand même un garçon. Et puis, je pense que c'est pas non plus la première chose qui me définit. Donc, je suis un humain, quoi, de façon générale. D'abord un humain. Voilà. Est-ce que t'es un daron ou un papa autant que t'es un homme? Ou est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre? Je suis un daron peut-être avant que je sois un homme, parce que ça me conditionne beaucoup plus d'être un daron que d'être un homme. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus réfléchir que le fait d'être un homme. Mais bon, après, je suis pas un daron depuis très longtemps, donc ça doit jouer. T'es un daron depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi. Ok. T'as un fils, une fille? J'ai 2 filles, une qui a donc 2 ans et demi, Wow. et une qui a 4 mois. Ok. Voilà, donc deux petites filles assez rapprochées, donc c'est très dense, et je dors peu, je suis fatigué. Oui, ça doit être mon observation. En général, peu de sommeil. Le sommeil, c'est des souvenirs à ce stage. Exactement. Ok. C'est beau d'entendre les gens qui parlent encore de leur grasse mat le week-end ou en lendemain de soirée, quand toi tu sais que chaque heure de soirée tu la payes le lendemain. Ok. Est-ce que toi, tu t'es toujours senti bien en étant un homme? Est-ce que tu as tout le temps été un homme? Est-ce que tu es devenu un homme à un moment? Je pense que j'ai tout le temps été un homme. J'ai deux grandes sœurs. J'ai toujours été très entouré par des femmes, donc j'étais pas non plus noyé dans la masse, disons, entouré de que des hommes. Au contraire, de grandes sœurs, ma mère beaucoup plus présente que mon père. Donc non, le fait d'être un homme, c'était assez évident pour moi, assez tôt. Il n'y a pas eu de... Je sais pas où je vais avec cette phrase. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, pour la première fois, ça y est, je suis un homme, je suis plus qu'un petit garçon? Parce que j'imagine qu'à 6-7 ans, t'es qu'un garçon, parce qu'on entend que ça. Et un jour, peut-être tu rentres dans la boulangerie, on t'a dit monsieur, et tu te dis, waouh, moi, c'est à moi qu'on parle. Non, ça m'a pas marqué, et je pense que même, au contraire, ça continue. Au contraire, le sentiment que quand tu me parles de ce genre de choses, moi, ce que ça m'évoque, c'est surtout qu'on m'a toujours dit que je faisais beaucoup plus jeune. Je sors du sujet, mais qu'on m'a toujours dit que je faisais beaucoup plus jeune que ce que je faisais. Et donc, le côté monsieur, j'ai l'impression de ne même pas l'avoir maintenant, à part quand je me balade avec mes filles. Mais je pense qu'il n'y a rien qui me caractérise plus encore que le fait d'être daron, parce que, bon, le fait d'être un homme, il n'y a pas de doute, mais je sais pas. Je me souviens pas d'un moment comme ça où ça a basculé. Je me suis senti plus un homme qu'un garçon. Enfin, ça a été très progressif. Peut-être quand même, j'ai quelque chose d'un peu déterminant dans ma vie, c'est que fin de collège, j'étais j'avais fait ma petite primaire collège dans mon quartier. J'étais pas très loin de chez moi. J'étais dans mon confort, quoi. Mais j'étais pas très épanoui. J'étais dans un lycée dans un collège un peu élitiste, et c'était pas très épanouissant pour moi. Je me sentais un peu acculé par le corps professoral. Je devais un peu sortir des clous et être trop hyperactif, ce genre de concept très à la mode, quoi. Mais pour le coup, vraiment, ça se manifestait par une forme d'acharnement envers moi. Mais bon, je pense qu'en réalité, je devais être en effet un peu pénible comme élève. Et donc, j'ai fini par partir en pension, un peu par le choix de mes parents, un peu le mien quand même. Ça a été pas mal mon choix en 3e. Et j'ai passé mon année de 3e en pension, et ça a été absolument
affreux pour moi, vraiment. Ça a été une année de pension qui, à chaque fois que je le raconte, je dis que ça m'a fait grandir d'un coup. Donc je pense que si, quand même, cette année m'a fait passer clairement un cap et de garçon à homme. Mais ouais, ça a été vraiment cette année-là. Est-ce qu'on peut en parler un peu? En quoi elle était affreuse cette année? Ouais, on peut en parler. Elle a été affreuse parce que je pense que je débarquais de encore une fois, mon quartier, mon confort, ma simplicité. J'étais dans un quartier un peu privilégié aussi, donc la vie n'était pas hyper difficile, j'imagine. Voire même un peu chiante, j'imagine, aussi. Et je me retrouve dans cet internat où c'est beaucoup plus populaire, où je retrouve pas ma place, je retrouve même pas tellement des... En fait, je pense que c'est une année où vraiment je me suis même pas fait d'amis, quoi. Je me suis fait des potes parce qu'on s'en fait forcément, mais j'ai vraiment gardé personne. Mais dès le lendemain, il n'y a pas eu le côté j'ai perdu contact progressivement avec des gens, j'ai juste fait aucun lien durable là-bas. Et donc ça a été un peu triste pour ça. C'était assez à l'ancienne dans le format, donc il y avait ce côté, on terminait les cours, après on avait peut-être une demi-heure de pause, et puis on avait 3 heures d'études, et ensuite on avait une demi-heure dans les dortoirs, et on éteignait à 21h30, tu vois. Donc le fun, ouais. Beaucoup d'espace pour se créer des amis. Absolu, exactement. Mais en fait, même les peu de temps dans la cour de cette classe de 3e, ouais, sont pas des souvenirs de dingue, quoi. Et ouais, mon souvenir finalement de ça, c'est à partir de 21h30 de lire. J'ai jamais autant lu qu'à ce moment-là. Je pense que je devais lire 3 livres par semaine, parce qu'à partir de 21h30, j'étais avec une petite lampe torche sous ma couette à me lire des trucs jusqu'à minuit. Le réconfort. La lecture, toujours. Et pourquoi tu dis que c'est une année qui t'a fait devenir un homme? Parce que ça a été... alors là, c'est la partie juste, ça a été pas hyper confortable, mais en vrai, ça a aussi été dur, parce que j'étais tellement à côté que je me suis fait un peu martyriser. Il y avait on va vraiment rentrer dans le sujet, parce qu'il y avait vraiment ce truc de... On était dans un internat entre mecs, donc... je sais même plus, je crois qu'il y avait pas d'internat. Enfin, il y avait des nanas dans le collège, dans les classes, mais c'était que des externes. Et donc on se retrouvait entre mecs le soir, et typiquement, pour te montrer un petit peu l'ambiance qu'il y avait donc des douches type style vestiaire, et t'avais ce truc du débit d'eau qui est très bon au début et pourri à la fin. Et donc dans les premières douches, tu prenais des douches, t'étais bien, à la fin t'avais 3 gouttes d'eau par minute. Et toutes les bonnes douches étaient réservées aux mecs balèzes, quoi, aux caïds. Yes. Et donc les pas caïds comme moi, vraiment, on n'avait que les douches avec 3 centilitres par minute. Et ceci alors qu'ils s'en servaient même pas tout le long, quoi. C'était vraiment même... ils te voyaient dedans alors qu'ils y étaient pas, et ça fait 20 minutes qu'ils avaient fini. Ils te sortaient de là, t'étais à poil, ils te sortaient de là, ils te mettaient dans le dortoir au milieu, ils t'avaient piqué ta serviette, et voilà, quoi. Donc oui, voilà pourquoi c'était une année pas terrible, je pense. C'est ce genre de souvenirs. Après ça, c'était des trucs de fond. Finalement, tu t'habitues tristement à ces choses-là. À te faire harceler. Harceler, non, enfin... Je crois pas que j'ai été harcelé personnellement. Par contre, ouais, tu sens que c'est pas... Ouais, j'ai eu un côté désillusion. Je suis rentré quand même dans un autre monde, quoi. Mais enfin, il y a quand même un truc de... Quand tu vis chez toi, tu rentres chez toi, et puis il y a t'es vraiment dans ton confort émotionnel, tout ça. Et là, non, pas du tout. Il y a des personnes, si on veut t'emmerder, on vient t'emmerder. Et puis t'as cette sensation... on était dans des box, il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien de fermé, donc vraiment pas d'intimité, pas d'espace. Et donc oui, ça, c'était dur pour ça. Je pense que pour n'importe qui, c'est important d'avoir un espace, pour moi particulièrement. Et là, je l'avais pas. Ouais, ça m'évoque un peu moi dans mes expériences... ces moments-là où la loi du Boys Club est très forte. Et c'est des moments où tu te fais bolos. Là, typiquement, l'exemple des douches est excellent. Et c'est aussi un moment où, du coup, tu bolosses. Parce que bolosser les autres, c'est un gage de peut-être ta virilité, ou le fait que tu ne vas pas te faire manger plus tard. Est-ce que toi aussi, c'est arrivé de bolosser les gens à ce moment-là? Alors, je pense que je suis justement jamais rentré là-dedans. Parce que j'ai toujours été... Je pense que
Vraiment, avec mes sœurs, dès tout petit, ce sentiment que je décris là, j'ai toujours été le bolossé, vraiment. C'est-à-dire qu'en pension, j'étais en bas de la chaîne, mais même avant ça, je me souviens de faire du foot quand j'étais petit, sans en avoir spécialement envie, mais parce que voilà, c'était bien quand t'es un mec de faire du foot. En club, tu veux dire? Ouais, tout à fait. Et je me souviens en faire avec mon meilleur pote de l'époque, et qu'on arrive dans le vestiaire toutes les semaines, et que lui, quand il rentre, ça fait ouais, et que quand moi je rentre, ça fait oh. Donc vraiment, j'avais ce côté, le bas de la chaîne, quoi, vraiment. Mais j'ai jamais eu de sentiment. Tu vois, je raconte ça, on doit se dire que je devais être hyper triste à cause de ça ou je sais pas quoi. Vraiment pas. Enfin, c'est pas très agréable, mais je me suis jamais. Justement, cette notion d'être un mec m'a jamais. Je me suis pas dit j'envie mon meilleur pote qui est adulé quand il rentre. J'ai envie de rentrer dans les canons de ce que veulent ces gars-là. Au contraire, je les regardais déjà avec pas mal de recul. En me disant leur comportement, bon, ça me parle pas. Mais bon, après, c'est des comportements d'enfants. Je pense que je voyais aussi des comportements de filles dans la cour où je me disais, ça m'attire pas non plus, quoi. Oui, voilà ce que tu y avait décris. un truc plus naturel, moi, qui m'attirait. Ce que tu décris, moi, ça me fait pas tellement penser à un comportement de mec, c'est juste de la reconnaissance, quoi. Le mec cool rentre, le mec moins cool rentre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'imagine, mais si, parce que c'était pas juste une histoire de reconnaissance, c'était une histoire d'avoir. La reconnaissance, elle venait du fait que. Il avait un comportement au-delà de ça qui était plus mec, il était plus élevé dans un comportement dans un comportement mec où ouais, je sais pas comment expliquer, mais il y avait quelque chose de plus viril en lui déjà dès tout petit. C'est quelque chose quand même qui existe même quand on est des petits garçons. Et toi, est-ce que dans ta famille, dans ta fratrie en tout cas, le dernier maillon de la chaîne alimentaire, est-ce que tu te faisais marcher dessus par tes sœurs ou est-ce que c'était assez bienveillant? Sur ce plan-là, c'était assez bienveillant parce que avec mes sœurs, je pense qu'on se parle sur le même plan. Justement, ces trucs un peu superficiels, mec ou fille, ces comportements un peu clichés dans un sens ou dans l'autre, on les a jamais trop ramenés à la maison. Et même, comme je te dis, moi, je les avais jamais, je pense, dans la cour. J'ai jamais été dans des postures. Je veux être un mec ou un truc comme ça, et je pense que mes sœurs, en tout cas chez moi, n'ont jamais manifesté ça non plus. Donc non, je pense que j'étais pas le dernier maillon, et au contraire, mes deux grandes sœurs ont du caractère, mais ça m'a aussi forgé le mien, et moi, ce que je retiens de tous ces trucs où je dis que j'ai été le bolossé, le dernier maillon, c'est que non, ça m'a au contraire construit un caractère. Et par rapport au fait que tu disais aussi peut-être que bolosser ça te fait remonter dans la chaîne, j'ai jamais eu ça. Au contraire, quand il y avait des moments où j'étais plus à l'aise dans un groupe et où on se mettait à bolosser quelqu'un, j'étais sincèrement en train de dire bah non, quoi, c'est pas sympa, pense aux émotions de ce gars-là, quoi, ou de cette meuf. Et non seulement tu prenais ses défenses, mais en plus tu y allais par la porte des émotions, ce qui est quand même ce qui est la seule porte que je connais. Un concept flou pour plein de mecs. Moi, quand je vois, moi adolescent, la porte des émotions n'existait pas, c'était un truc tu. Imaginez, il a peur, il est en colère. Attends, quoi? Ça aurait été utilisé comme un moyen de pression pour encore plus le bolos. Ça demandait beaucoup de courage. Ce qui est amusant à côté de ça, c'est que ça m'empêchait pas d'être très ami avec... et ça m'a jamais empêché, cet aspect-là, d'être très ami avec des gens qui sont en plein dedans, ou qui me racontent qu'ils ont été en plein dedans dans ce truc-là de je bolosse ou je fais le mec. Ouais, je sais pas, j'ai vraiment au moins 4 très bons amis qui me reviennent en tête, que j'ai eu dans ma vie, qui étaient vraiment des mecs en plein dans ces postures-là, dont un qui a un très bon ami actuellement, et je me souviens qu'il me disait que ouais, quand il était au collège, c'était le petit branleur qui martyrisait d'autres personnes. Et ouais, je sais pas, un autre un peu plus tard que j'ai eu qui peut-être ce genre de pote qui te raconte qu'ils se battent le week-end, et la semaine tu fais, je sais pas, c'est un mec hyper gentil, qu'est-ce qui l'amène à se battre tous les week-ends contre des gens? Mais c'est comme ça, les gens ont différentes facettes, quoi, et eux, ça fait partie de l'expression de soi de devoir se bastonner. C'est très drôle de l'amener comme ça. Mais oui, effectivement, je reconnais des amis à moi dans le fait de dire que peut-être qu'on va se battre ce week-end, ouais, et tout. Et même comme un attribut de masculinité que moi-même j'ai brandi ensuite. Dans ce groupe-là, dans ce contexte-là,
dire imaginez ce soir on se bat. Et c'est comme si je crois que c'était comme un signe de moi je me défilerai pas, j'ai pas peur. Et j'ai tellement pas peur que je peux être même celui qui initie la bagarre. Ce qui est très bizarre parce que j'avais vraiment pas envie de me battre. Et j'étais le premier à rattraper tous mes potes. Et j'ai le nombre d'exemples de copains que je trouve stupides et que je raconte en secouant la tête de gauche à droite, comme tu me vois faire là maintenant. De mes potes qui, genre, on attrape notre manteau, on va partir vraiment. On est parti de cette boîte, on est au vestiaire. Et je me retourne dans la queue et il est en train de s'embrouiller avec les personnes derrière. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de se prouver là, tu vois, genre, qu'est-ce que... Et avec grand plaisir, je me suis jamais battu en dehors des... Enfin, jamais battu dans ces contextes-là. T'étais celui qui séparait plutôt que... Ouais, parce que provoquait. j'ai vraiment grandi dans un environnement de rugby, de sud-ouest, où les émotions n'existent pas, vraiment tout seul. Tout seul avec ce truc, je savais pas trop à qui en parler, ces émotions-là, cette sensibilité. Et vraiment, l'envie qu'on fasse pas ça, quoi, tu vois. Et même avec tout ça, puis de la rébellion contre ça, tu vois. Il y a une année au rugby, il y a 2 ans au rugby, c'est la catégorie des cadets, qui est la catégorie où statistiquement, c'est là où tu as le plus de bagarres de toute ta carrière de rugbyman. Ça va être là. Les parents le savent, les entraîneurs le savent, les enfants le savent. Et enfin, les enfants le découvrent, quoi, tu vois. Ouais. Et le nombre de bagarres que j'ai pas, dans lesquelles je suis pas allé, et du coup, terrible, parce que du coup, tes copains sont à 14 contre 15, forcément, ils se prennent une peignette, tu vois. Il manque quelqu'un quelque part dans cette équation. Il y avait comme motto un petit peu moi je veux bien me battre, mais si c'est pas nous qui déclenchons, pas de chance, c'est mes copains qui déclenchent les soirs. Oui, bien sûr. Mais j'ai cette image du rugby de loin qui ce sport où on t'apprend justement tellement à canaliser. Donc ça m'étonne que tu me dises qu'il y a quand même un moment où j'imagine que pour arriver à ce que ça donne justement ce côté des mecs très 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 baraques mais qui canalisent vachement bien leur énergie, il faut passer par des phases et donc c'est cet âge là quoi en gros qui est l'âge où tu testes les limites. Oui, j'imagine peut-être. C'est marrant, moi j'ai pas du tout l'image de gens canalisés dans le rugby. Ah oui. C'est trop marrant de découvrir que t'as tout ça. Bah si, j'ai cette image un peu cliché du foot où c'est des petits gars finalement presque queus qui engueulent l'arbitre pour se prendre des rouges derrière, alors qu'au rugby, voilà quoi, on respecte l'arbitre. Mais je pense que c'est une culture de l'arbitre. Ouais, c'est ça. C'est sport. spécifique à l'arbitre en fait. Ouais, je pense. Est-ce que du coup, toi qui à 31 ans, t'as un usage d'enfant, parce que c'est comme ça que tu le ressens en tout cas, est-ce que des fois tu t'es trouvé un petit peu manqué de virilité, ou est-ce que vraiment pas, c'est même pas un concept qui... Alors, dans la tête de ces gens-là, du coup, j'ai senti qu'à travers eux, dans leurs yeux, que pour eux, je manquais de virilité, même s'ils se l'exprimaient pas forcément comme ça. Maintenant, est-ce que moi, ça m'a touché, ou que je me suis dit que c'était un problème? Je crois pas. Je pense que vraiment, j'ai toujours philosophé sur ce côté... je suis un peu différent entre deux, et puis je me sens justement plus proche de... Puisqu'il y a peut-être un peu moins de posture chez moi, et que, bon, après, 2 grandes sœurs, hein, ça joue aussi, mais j'ai toujours été plus proche des meufs que des gars de façon générale, quoi. Vraiment, tu me mets dans une foule 9 fois sur 10, je finis à discuter avec une meuf. Donc vraiment, non, j'ai jamais eu envie que ce soit autrement. Ça me va très bien de finir avec une meuf 9 fois sur 10. C'est pas dans le sens où je force quoi que ce soit. C'est comme ça. Et si je suis plus à l'aise avec des meufs, ça me va très bien. Tant que je suis pas complètement fermé à tous les mecs. Tous ensemble, dans le même panier. Voilà. Et ok, donc là, tes amis proches, c'est plutôt des femmes? Non, c'est plutôt bien réparti, parce que je dis ça, mais bon, c'était peut-être plus valable à des âges où la virilité, c'est un concept qui est plus important, où on est plus dans des postures, moi j'ai l'impression que plus
plus on avance dans nos grands âges, plus ces concepts-là disparaissent, se floutent. Et donc moi, j'ai aussi pas mal eu ce sentiment d'être un jeune vieux, pour le coup. Donc un peu à côté du côté que je paraisse très jeune. Moi, dans ma tête, je me sentais au contraire vieux parce que je me disais, ouais, ils sont dans des trucs un peu superficiels et tout. Moi, je m'en fous. J'ai hâte d'être dans quelques années. Bon, après, je pense qu'on a tous ce côté, on voit nos aînés de quelques années, on se dit, j'ai hâte d'être à cet âge-là, ça a l'air hyper intelligent, construit. En fait, quelques années plus tard, t'es toujours à faire tes blagues de cul et tu te dis, finalement, on garde la même âme. Mais oui, non, ouais, c'est un petit peu contradictoire ces deux trucs-là, mais moi je me suis plutôt senti donc avoir du recul par rapport à ça que vouloir rentrer dedans. T'avais un peu la certitude que ça allait leur passer finalement, que là ils ont peut-être des trucs à se prouver, ou pas, mais que c'était des postures. C'était très clair pour moi très très tôt. Quand tu dis posture, c'est pas le vrai eux que j'ai devant moi, c'est un personnage qui joue. C'est cette idée-là. Ouais, je pense que c'est toujours le cas. On est tous des êtres d'émotion finalement, donc quand tu es en train d'attendre de quelqu'un une attitude et pas juste de la franchise, c'est un petit peu abstrait, quoi. Mais oui, pour moi, c'est ces attitudes-là c'est jamais 100% sincère. Mais bon, si, on pourra dire que des ambiances de vestiaire, c'est quand même sincère, mais ouais, bon. Oui, c'est pas. Enfin, je comprends que ça soit une posture, mais c'est pas pour autant que les gens jouent 100% un rôle. Enfin, un vestiaire, c'est aussi un endroit où il y a de la vulnérabilité, où t'as un copain qui pleure, que tu le prends dans tes bras. Il y a beaucoup d'authenticité dans ces moments-là aussi. Bien qu'il y a aussi peut-être le moment du discours, le moment où il faut invoquer un truc en nous pour créer un sentiment d'équipe. Et là, peut-être que tu vas chercher de la posture, de la symbolique, je sais pas. Ouais, c'est plutôt de ça que je parle, bien sûr. Ce dont tu parles aussi, les moments de sensibilité. Je veux pas dire qu'un footeux ou un rugbyman est un mec 100% sans émotion, 100% dans une posture machin. On parle on parle des attitudes justement très dans des postures, mais il n'y a pas que ça, on est d'accord. C'est juste, en fait, plus t'es en groupe, j'ai l'impression qu'il y a cet effet groupe aussi, quoi. Ouais, oui. Tu prends un rôle un peu. Voilà. Et des fois, tu t'enlèves tellement, tu te confonds avec le rôle tellement tu es dans souvent. Mais en fait, c'est quelque chose de même plus général que ça, parce que mon expérience à moi, c'est que en général, quand j'arrive dans un groupe, je suis pas à l'aise. Je vois des dynamiques, ça m'impressionne. Je suis très en retrait. Et en fait, pour que je commence à être bien dans un groupe, il faut que individuellement, j'ai construit les relations avec les gens, je les ai connus, je les ai vus, j'ai eu des moments justement de partage, des moments vrais. Et à partir de là, le groupe devient plus fluide. Mais je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, déjà pour toi, mais moi j'ai vraiment cet aspect-là. Un groupe, au début, est toujours une entité qui m'impressionne et dans laquelle je disparais un peu, jusqu'à ce que ça devienne un ensemble de personnes, en fait. Oui, je suis en train de réfléchir. Je pense que, oui, de fait, ce chemin existe pour moi et c'est forcément plus simple une fois que j'ai un moment de franchise et de vulnérabilité avec les différentes personnes du groupe. Mais je pense qu'aussi, moi, je suis quelqu'un qui me nourrit beaucoup de l'énergie des autres. Et je pense qu'il y a des groupes où je ne vais pas avoir l'occasion pendant des mois, voire jamais, si c'est un groupe que je côtoie peu, de construire ça avec tout le monde. Et pourtant, dans certains groupes, je vais pouvoir me sentir extrêmement à l'aise parce que la posture que je vais prendre, ce que je vais décider d'incarner, parce que comme c'est un groupe, c'est difficile d'avoir une conversation sur ma vulnérabilité où tout le monde me regarde. Enfin, c'est dur de poser un peu ta posture et d'être toi pleinement. C'est pas tellement ça que j'ai envie de dire. C'est plutôt, j'ai l'impression que pour avoir l'impression que l'autre m'a capté, il faut que je sois vulnérable à un moment devant lui. Et devant un groupe, il y a déjà parfois pas la place pour ça, parce que c'est des potes de potes que tu rencontres pour aller boire un coup au bar, et c'est un moment de blague, en fait. Et par hasard, ça va t'arriver 3 ou 4 fois d'aller dans ce groupe. Et donc, ce moment où on va être proche va jamais arriver. Mais je vais pouvoir me sentir super à l'aise dans ce rôle de « ok, maintenant c'est des blagues, en fait. Et je vais pas être trop impressionné par le fait que
c'est un groupe qui a une dynamique, assez rarement. Parce que je pense que j'ai désactivé le truc dans mon cerveau. C'est le truc où, quand t'as peur d'un groupe, de l'effet d'un groupe, ils se connaissent, putain, je les connais pas, je sais pas trop si je vais être accepté, s'ils vont m'accepter avec mes faiblesses, mes trucs, s'ils vont être bienveillants. En fait, je pense que maintenant, je monte à la racine de cette peur et je dis, en fait, t'as juste peur d'être rejeté. Comme tout le monde, genre, tous ces mecs, individuellement, si tu les prends, aussi impressionnants qu'ils soient maintenant, je les prends, je les ramène dans mon groupe, ils sont impressionnés comme toi. Et du coup, il n'y a pas besoin d'être impressionné par ces mecs, c'est juste des humains qui sont vulnérables, et ça sert à rien de leur donner un pouvoir qui n'existe que dans ma tête, un pouvoir sur moi. Donc, je peux rentrer dans cette relation en étant authentique, en étant moi-même. Et je pense que de plus en plus, en grandissant, je rentre dans des groupes comme ça avec la certitude absolue que de toute façon, je serai accueilli pour qui je suis. Et du coup, une posture quasiment inexistante, quoi, tu vois. Et puis, je te rejoins aussi dans le sens où là où au début t'es impressionné, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de postures. Quand tu rentres dedans, tu te rends compte aussi au bout d'un certain temps, même sans avoir creusé avec chacun, qu'en fait, non, les gens sont nature et que c'est toi de l'extérieur qui vois des postures. Je rejoins aussi ça. Oui, tu projettes des trucs. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a des moments où t'as une posture, et peut-être même une posture forte? Est-ce que des moments où peut-être tu te surprends à être un peu loin de ton authenticité pour jouer un rôle? Je cherche. J'ai une idée que j'essaye de préciser, mais en gros, oui. Mais c'est pas tellement une histoire d'authenticité, c'est une histoire de se laisser emporter par une énergie. Justement, quand dans un groupe, il y a un sentiment d'aisance qui commence à venir et que je commence à prendre une place, moi j'ai un côté un petit peu... les premières fois, je vais aller très loin, tu vois ce que je veux dire, je vais sentir que, je sais pas, j'ai de l'attention, que je fais me marrer, machin. Et puis je vais un peu prendre beaucoup de place. Et puis après, je vais me rendre compte à la fin. Je sais pas si ça peut être un truc aussi bête qu'un déjeuner avec des collègues, quoi. Mm-hmm. Et tu te rends compte que, je sais pas, tu fais une vanne et puis t'as l'idée de la vanne d'après. Et puis en fait, tu fais un peu ton show, quoi. Ouais. Je peux vraiment faire ça. Et puis au bout d'une demi-heure, me dire, en fait, tout le monde a fini son plat, t'es en train de faire ton show depuis tout à l'heure. Et d'avoir cette prise de recul d'un coup, de me dire, j'étais authentique, mais c'est pas une histoire d'être loin de son authenticité, c'est une histoire d'énergie, quoi. Mm. Et donc... ouais, voilà. Bon, je sais pas si ça répond à ta question, mais ouais, je vois carrément l'énergie dans laquelle ça peut être. D'ailleurs, juste là maintenant, j'ai un sourire parce que j'ai vécu cette énergie que je peux avoir aussi des fois. Et je pense que des fois, il y a aussi tester les limites. Quand je connais pas un groupe, je pourrais être plus extravagant très vite que ce que je suis d'habitude, juste pour voir à quel point ils sont bienveillants, à quel point j'ai envie de connecter avec ces gens. Oui, et puis il y a... moi, ce que ça m'inspire aussi, c'est que les premières fois, t'as l'impression, justement... C'est vrai qu'on revient du coup à l'authenticité, parce que t'as l'impression que, vu que tout ce que tu reçois d'eux, c'est que tu les fais marrer, ou que, je sais pas, ça marche, quoi. Tu fais un peu le show, et puis tu vois que ça rigole en face. Et donc, ça peut donner aussi une impression que... il te renvoie quelque chose de fantasmé de toi, quoi, que t'es hyper marrant, que tout ça. Et donc oui, là, on s'éloigne un peu parce que il voit que ça, il voit que le showman que tu fais pendant une demi-heure. Mais bon, ouais. Et en même temps, tu vois, moi, c'est une posture dans laquelle je peux être très à l'aise. En fait, j'ai pas vraiment de problème avec cette posture. J'ai l'impression que c'est du sucre glace et que j'ai envie de me rouler dedans en permanence. Je suis là, c'est merveilleux la vie, cette sensation, c'est fou. Et en fait, c'est plus de la politesse sociale et de l'écoute. Est-ce que je suis en train de respecter tout le monde? Est-ce que tout le monde est d'accord pour être là-dedans? Ou est-ce que c'est devenu une prise d'otage, ce truc? Oui, t'as raison. Je rejoins. Est-ce que... je change un petit peu de sujet, j'ouvre un peu, mais est-ce que toi, t'as un père, t'as un papa? T'as eu les deux? J'ai eu un père, j'ai eu un petit peu un papa, j'ai eu plutôt un père qu'un papa quand même. Mon père, il rentrait assez tard le soir, et c'est intéressant aussi parce que il y a beaucoup de choses que je vais raconter qui finalement lui m'a dit beaucoup plus tard, ces dernières années. Et
Et en fait, oui, quand il rentrait assez tard, je précise quand même parce que c'est très très relatif, il rentrait à 19h30, 20h quoi, mais un peu modèle patriarcal, il se mettait dans le salon, il avait pas l'air de très bonne humeur, il était sur... c'était même pas son portable à l'époque, mais il devait allumer il devait mettre le JT, et puis voilà quoi, fallait qu'on mette la table à côté. Ta mère travaillait, toi ? Ma mère travaillait sans travailler, elle a arrêté d'avoir un job à plein temps quand j'étais petit, puisque j'étais le 3e et que ça faisait beaucoup de choses à gérer. Mais elle a toujours fait plein de choses. Donc en même temps, on avait quand même une nounou, une personne qui s'occupait de nous, et elle avait 1000 activités quoi. Je pourrais passer une demi-heure à réciter toutes les activités que je lui ai connues. Donc elle n'avait pas de métier, mais elle avait plein d'activités, du bénévolat. Mais chorale, tout ça. Mais ton père qui rentre peut-être avec le sentiment de j'ai assuré mon rôle de père, j'ai rapporté les sous, le frigo sera plein, je me pose dans le canapé. On est en plein dedans, mais Okay. c'est même pas conscientisé. Je pense que c'est vraiment juste un découpage des tâches quoi. Il rentre et puis il se met dans son canapé et il m'a raconté lui très vite. En tout cas, lui l'histoire qu'il raconte, c'est que quand on était petit, c'était ma mère qui venait nous coucher, nous dire bonne nuit, et qu'elle passait une demi-heure avec chacun d'entre nous. Et en effet, on était très proches de ma mère, je pense tous les trois, et du coup, on parlait beaucoup avec elle, et surtout à ce moment-là, voilà, petit moment de complicité récurrent. Et lui, il dit en gros que c'est à ce moment-là que peut-être il aurait dû, mais que elle prenait la place, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, la vérité, c'est qu'il n'allait pas chercher beaucoup plus loin que ça, et je le vois même dans son rapport avec mes filles maintenant. C'est-à-dire que y a aujourd'hui, le moment de complicité assez évident qu'il arrive à créer, c'est le matin, quand elles se réveillent tôt et qu'il les ramène dans leur lit à eux, dans le lit de mes parents, et que là, il y a cette complicité assez naturelle, assez fluide. Mais je pense aussi que ça vient du fait que tous les caractères de la famille sont un peu forts, et que lui, ce moment de la journée, ce qu'il aime bien, c'est qu'il n'y a pas les autres en fait. Il y a là, quand on parle de mes filles, le matin, ce qu'il aime bien, c'est qu'il n'y a pas mes sœurs. Alors que la journée, mes sœurs, elles sont beaucoup avec mes filles quand on est tous en famille. Et quand on était petit, ça devait être quelque chose comme ça aussi, qu'il trouvait que ma mère était là, mais bon, c'est pas une vraie raison, parce que forcément, ma mère, elle était dans la cuisine, elle faisait plein de choses pour la maison, donc il avait la place pour venir nous voir, et il le faisait pas. Donc non, j'ai quand même eu plus un père qu'un papa, même si on s'est beaucoup rapprochés plus tard. Dans quelles circonstances ? Qu'est-ce qui vous a rapproché ? Le fait que je parte de la maison. C'est vraiment ce genre d'histoire, parce que quand j'étais à la maison, c'était pire que... On n'avait pas de moment de complicité, et puis mon père, il incarnait tous les clichés de l'éducation, de tiens, je vois que tu as une petite tendance dans ce comportement, bah tu es devenu... Enfin, typiquement, j'avais comme beaucoup de ma génération, j'avais une petite passion jeux vidéo, ordinateur en général, machin, et mon père, il rentrait, et si j'étais sur l'ordinateur, il savait pas si j'étais depuis 5 minutes ou depuis 2 heures. Je me faisais engueuler parce que j'étais toujours sur l'ordinateur en ce qui le concernait. Zéro prise de recul, mise en contexte. Et oui, du coup, moi, c'est ce genre de souvenir que j'ai. Ou un autre exemple, mon bac français. Bac français est à l'écrit, à l'oral. J'ai 8 à l'écrit, 18 à l'oral. Grand écart, je raconte pas l'histoire, mais bon, voilà, j'ai 8 à une des épreuves, 18 à l'autre. On a reparlé, quand on débriefe sur ces notes, il me dit heureusement que ton oral t'a sauvé ton écrit. Tu vois, c'est toujours la vision négative du truc. Et donc, oui, c'était un peu ça qui était difficile. Lui, le nez dedans, je pense que, en fait, il avait une forme d'empathie, peut-être, où je sais pas trop comment exprimer ça, parce que en même temps, quand on reparle des mauvais côtés de mon père avec mes sœurs, je suis toujours à le défendre parce que je suis très empathique de lui. Et donc, ouais, le fait qu'on s'éloigne, ça a fait que je pense que moi, ça
m'a déjà permis aussi de plus voir enfin de plus l'avoir sur le dos, parce que c'était vraiment ça. Et lui, ça lui a permis après, voilà, tu vois moins tes enfants, tu vois ce qu'ils veulent bien te montrer aussi. Et puis, moi, forcément, les premières années, je lui disais, il me voyait plus au quotidien sur mon ordinateur, même pas forcément au quotidien, mais il me voyait plus sur mon ordinateur, donc c'est plus quelque chose qui l'agaçait, quoi. Donc, on pouvait dépasser ces choses-là et puis parler vraiment. Et en fait, quand on a eu ce terrain-là, ça s'est fait, on a discuté, on s'est rapprochés, et puis, il s'est confié sur même notre éducation, comment. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que il a même, il me racontait même il y a quelques années que en fait les choses seraient à refaire, il se consacrerait peut-être moins à son travail, il s'est rendu compte lui-même que il décrochait pas de son travail sauf en vacances, que même que les soirs de semaine certainement pas, les week-ends un tout petit peu, peut-être le dimanche en milieu de journée, parce que vraiment ça faisait 2 jours qu'il avait pas bossé, mais sinon il y avait qu'en vacances qu'il décrochait complètement. Donc en fait il le dit lui-même qu'il était un papa assez peu, qu'il avait la disponibilité mentale assez peu de temps dans l'année. Est-ce que tu veux dire qu'il travaillait à la maison le soir et il se refaisait du travail les week-ends et tout, ou c'est juste dans sa tête, il était occupé à penser? Okay. Complètement dans sa tête. Est-ce que c'est juste du coup de dire, là de tout ce que tu racontes, que tu as eu un papa, un père qui rentre à la maison et qui est grognon? Alors les interactions que tu as avec lui, c'est le soir, et la question c'est, je vais me faire engueuler, mais sur quoi? Complètement. Et oui, et puis fais ce que je dis, pas ce que je fais aussi. Ce truc de je vous mets la pression pour que vous mettiez la table, alors que en fait le repas est pas prêt avant 1 heure et tout ça, mais juste parce que j'ai besoin d'un peu imposer mon autorité quand même. Mais c'est comme ça que j'existe dans la famille, c'est de venir et de dire faites des trucs parce que j'ai décidé que vous avez à le faire. Et puis tu le verras jamais lui le faire en plus, donc l'exemplarité c'est compliqué. Et est-ce que ça, c'est bien réparti entre tes sœurs et toi, ou est-ce que, comme c'est des filles, elles ont des trucs à faire qu'ils ne te demandent jamais de faire, et inversement? Quand on était petit, il y avait pas... sur les tâches quotidiennes, comme ça, mettre la table, c'était équilibré. Par contre, je pense que, pour le coup, c'est plutôt ma mère qui a fait un découpage dans ce sens-là. Bon, il s'est avéré que mon père aussi, sur le tard, mais bon, c'était peut-être un peu plus insidieux, mais sur les tâches quotidiennes, ma mère, c'était très évident, quoi. Il s'agissait de cuisine, elle allait voir plutôt mes sœurs en premier, il s'agissait... j'ai pas 10 000 exemples où elle venait vers moi, hein, mais donc oui, c'est ça. Dès qu'il s'agissait de trucs réputés féminins, elle venait voir mes sœurs et moi pour porter des trucs, quoi. Et comment ça s'est vécu par la fratrie, qui a l'air d'être une fratrie où vous êtes assez tous à égalité, ouais. Vous vous considérez tous? Ça a beaucoup dépendu, mais oui, on est assez... Déjà, un truc important, c'est qu'on est assez proches en âge. On se tient en 3 ans et demi. Ma plus grande sœur a 3 ans et demi plus que moi. Donc, ce qui explique aussi qu'on était assez proches. Alors, comme dans toutes les fratries, j'étais plus proche de l'une à un moment, de l'autre à un autre moment. Mais globalement, on a toujours été assez sensibles, nous, je crois, à une égalité. Et j'ai l'impression que quand on a quand même ce truc de partager nos émotions et d'être dans ce registre-là les uns avec les autres, et donc quand on voyait qu'il y avait une vraie injustice ou quelque chose comme ça, on s'en parlait. Après, le chemin de l'égalité des sexes a fait son chemin de différentes façons. Ce qui est un truc assez amusant, c'est que je me souviens très petit que le rapport de me faire la réflexion que la galanterie est un concept pas égalitaire, quoi. Mais à une époque où moi, dans le milieu où j'étais, personne disait ça. C'était classe d'être un mec galant. Et moi, je trouvais absurde que mon grand-père que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup, soit le dernier à servir à table. Je me disais, mais c'est je sais pas, servons... Enfin, il y a des ordres plus logiques que ça. Servons les aînés d'abord,
Et faisons un truc dans l'ordre de l'âge. Ça me dérangerait moins de passer dans toutes les grilles, je passais en dernier, hein, mais ça m'aurait moins dérangé de passer en dernier en voyant mon grand-père être servi juste après ma grand-mère que de passer en dernier juste après mon grand-père, quoi. Il y avait un truc comme ça. Attends, et c'est marrant parce que du coup, ton grand-père devrait être servi avant toi quand même, mais ta mamie avant. C'est marrant, non? Ah oui, j'ai dit ça. Non, parce que je veux dire, si on respecte l'ordre de l'âge, non, mais c'est vrai. Non, il y a pas de raison. Mon grand-père peut tout à fait être servi en premier. Mais non. Mais donc le truc qui est amusant avec ça, c'est que je l'intègre assez vite, mais je l'intègre aussi parce que moi, je ressens une injustice parce que mes sœurs et moi étant très proches. Au-delà d'être 2 filles et un gars, on est 3 enfants, quoi. On est 3 enfants qui se construisent. Et moi, on me dit tout le temps, en fait, tu passes après tes sœurs. Tu leur tiens la porte. Bon, c'est pas omniprésent tout le temps, mais typiquement sur le fait de se servir à table, là, c'est tout le temps. Et voilà. Et ce concept de galanterie, j'ai mûri l'idée et je me suis dit, non, mais vraiment, c'est pas juste un caprice de ma part, je sens que c'est un truc pas très juste, quoi. Et les années passent, je me souviens que ma sœur, ma sœur la plus proche de moi en âge, il y a un moment où on a des grandes conversations quand on a, je sais pas, 12 et 14 ans sur ce sujet-là, où elle me défend dans le métro, les mecs qui se lèvent pas pour laisser leur place aux filles, vraiment, c'est pas classe. Et tout en se disant féministe déjà à l'époque, je crois, me défendait que c'était un truc bien, la galanterie, que ça servait la société ou quelque chose comme ça, quoi. Et je me souviens vraiment de, je sais pas maintenant, en tout cas des années plus tard, où elle me dit, où on a une conversation, où elle me dit, en fait t'avais compris assez vite ce truc-là, quoi. Mais je l'avais compris parce que moi, au-delà il y avait une injustice de fratrie, quoi. C'est juste, on était 3 petits enfants et donc il y a forcément un peu des rapports de rivalité, des trucs un peu où tu cherches à te faire ta place, et puis quand on fait que de te dire tu passes en dernier parce que t'es un garçon, ça marque aussi de toujours passer en dernier, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais ou que tu ne fais pas parce que t'es un garçon encore aujourd'hui, ou à l'époque, là il y avait la galanterie, t'es un garçon ça va être galant, tu tiens la porte. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Eh bien non, parce que j'essaye sans me forcer à faire les trucs que j'aime pas faire. Je suis assez curieux et j'essaye de m'ouvrir, de savoir. Alors en ce qui concerne les tâches ménagères, j'essaye de savoir tout faire, quoi, juste tout simplement. Je fais pas de distinction. Et où est-ce que j'allais? Mais tu sens pas de pression à faire un truc parce que t'es un homme dans la vie, quoi? Eh bien, si, toujours par l'entourage. Et c'est ça, en fait, typiquement mon père comme mon beau-père vont venir vers moi toujours pour des histoires de bricolage, alors que ma femme, c'est évident pour toute la terre qu'elle est beaucoup plus bricoleuse que moi. Enfin, elle est beaucoup plus manuelle, elle a beaucoup plus appris ça quand elle était petite. Elle a grandi dans une maison avec un jardin où elle pouvait aller faire des trucs. Moi, j'ai grandi dans un appartement où j'avais pas accès à des outils spécialement et où on m'a jamais appris ça. Donc, bref, c'est pour dire que ma femme, c'est la bricoleuse du couple sans aucun doute. Alors moi, je suis tout à fait apte à aller faire des trucs avec elle, mais bon, c'est elle qui m'explique, quoi, c'est clair. Et malgré ça, mon père, et encore plus marquant, mon beau-père, vont venir me parler à moi, souvent, quand il est question de bricolage ou de choses comme ça. Et est-ce que tu te plies à écouter, ou est-ce que tu les affrontes, ou tu trouves des astuces pour que ça s'écourte, parce que de toute façon... je vais vraiment avoir tendance à dire faut en parler avec Alice, c'est elle qui sait. Et puis ça dépend comment ils réagissent à ça, mais tu sens que soit qu'ils acceptent ou pas d'aller la voir elle après, il y a un truc de j'aurais été plus à l'aise à en parler avec toi, en fait. Ah ok, tu sens de la frustration de leur part. Ah, complètement. Alors à la limite, de la part de mon père, je peux comprendre, il y a peut-être plus à l'aise tout simplement parler avec ton fils qu'avec ta belle-fille. Mais de la part de mon beau-père, il n'y a pas d'excuse, quoi. C'est vraiment... c'est ta fille et tu sais que elle a appris plein de choses parce que tu lui as appris, donc pourquoi aujourd'hui tu viens me voir moi, alors que moi tu vois que je suis pas à l'aise, j'ai pas envie que tu m'expliques ça, va la voir elle. J'ai pas envie que tu m'apprennes, mec. Non, mais oui, voilà, c'est ça, j'ai envie qu'elle sache elle, et puis qu'elle me redise après, c'est son domaine, et puis c'est très bien comme ça. Et alors dis-moi, dans cette famille où vous semblez tous si à l'aise avec vos émotions, sauf
peut-être ton père, on ne sait pas. Est-ce que avec ton père, avec ton beau-père, c'est possible de parler d'émotions? Ou est-ce que c'est un truc que tu as appris avec ta mère et tes sœurs? C'est quelque chose que j'ai appris avec ma mère et mes sœurs, mais aujourd'hui, je peux parler d'émotions avec mon père. C'est pas exactement sur le même plan. Je sens que je pars de plus loin, quoi. Il va falloir analyser les événements pour après dire oui, mais ça, c'est peut-être une réaction qui est liée à une émotion qui est que. Donc, j'en parle et il est tout à fait à l'écoute de ça. Mon père et ensuite et mon beau-père est quelqu'un qui est tout à fait à l'écoute de ses émotions, que j'ai déjà vu pleurer plusieurs fois, je crois, depuis 10 ans que je le connais. Donc c'est pas les mêmes. Comment ça, c'est pas les mêmes? C'est pas les mêmes. Mon père et mon beau-père, c'est ton père, deux équations différentes. Tu l'as pas vu pleurer, ton père? Si, je l'ai vu pleurer, et donc et pas se cacher spécialement, si, je l'ai vu pleurer aussi pour pas tous les jours, hein, mais je l'ai vu pleurer quelques fois. Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimerais vivre avec ton père ou avec ton papa et que t'as pas vécu? S'il fallait refaire l'histoire, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu moins acharné sur les côtés qu'il voyait dont je parlais, par exemple le côté tout le temps sur ton ordinateur. J'aurais préféré qu'il cherche, je sais pas, peut-être plutôt à avoir une activité avec moi plutôt qu'à me reprocher l'activité que je suis en train de faire. Donc oui, je pense que j'aurais aimé avoir des moments de complicité qui venaient de lui, mais en fait je pense que je me rends compte que je l'ai même pas précisé, mais c'est important. Je pense que il est juste pas à l'aise, lui, dans cette relation. Mais autant père-fils que père-fille. Lui, ce qui fait qu'il n'était pas si proche de nous que ça, c'est qu'il a très vite pas été à l'aise avec nous. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est pas qu'il avait pas envie, quoi. C'est que il était. Alors, je pense que c'est la réalité aussi qu'on était assez proche de ma mère et qu'on passait beaucoup de temps avec elle. Donc peut-être qu'il y a une histoire de pas beaucoup d'espace disponible. Mais bon, comme il l'analyse aussi lui-même, il avait aussi son métier prenait beaucoup de place dans sa tête et donc il lui fallait vraiment beaucoup de ces moments-là pour pouvoir venir vers nous, alors qu'en fait, il n'avait peut-être pas de temps disponible entre le temps que lui passait dans sa tête à bosser et le temps que nous, on passait concrètement ou entre nous avec ma mère. Et alors toi, du coup, t'as ce père à la maison, t'as que des femmes autour de toi dans ton cocon. Est-ce que t'as des modèles aujourd'hui peut-être de masculinité? Genre des mecs, tu te dis, lui, il m'inspire en tant que mec, c'est une belle personne, j'aurais envie d'être un peu comme lui, ou j'aime ça chez lui. En général, ce que je vais aimer chez un mec, ce que je vais admirer chez un mec, quel que soit son âge, c'est justement le fait d'avoir su sortir de ces paradigmes-là, quoi, des canons du patriarcat. Donc moi, je trouve ça super cool. Des mecs qui, je sais pas, moi j'en sais rien, mais juste un mec qui fait de la danse classique, un mec qui tricote. Mais bon, c'est pas juste ça que je vais admirer chez lui, parce que. Mais bon, c'est le côté, je me mets pas de barrière et je suis un peu au-delà de ça. Donc, ouais, peut-être ça, oui. Et est-ce que du coup là c'est un peu théorique? Est-ce que tu penses à un mec ou à des mecs là dans ta vie? Non, alors quand tu m'as posé la question, ça a commencé à tourner et je sais pas un exemple, j'ai plein de petits exemples, mais okay. J'en ai pas un qui serait intéressant là. Ok. Est-ce que toi, globalement, t'as des complexes? Des grandes questions. Ah ouais, là, on ouvre des portes. Est-ce que j'ai des complexes? Je pense qu'avec ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les groupes, on peut en ressortir un petit complexe social, je sais pas, quelque chose comme ça. Tu voudrais dire un peu de peur du regard de l'autre sur toi? Ouais, je pense que j'ai une tendance, moi, à beaucoup à avoir une estime de moi qui dépend de ce que les autres me projettent à un moment donné. Et ce qui peut créer des ascenseurs d'estime de soi assez incroyables.
où je me rappelle d'une fois comme ça, on parlait tout à l'heure des groupes dans lesquels tu arrives et puis tu te sens très en retrait. Et je sais pas, ça faisait quelques mois que j'étais un peu dans une routine où j'étais au boulot ou avec mes amis que je connais ou chez moi avec ma meuf et toujours dans des environnements où je suis qu'avec des gens où je suis à l'aise. Et je pense que, je sais pas, il y a une longue période comme ça. Le fait est que je me retrouve à un afterwork avec des collègues de collègues, quoi, et je me souviens disparaître, voilà, de me retrouver là-dedans, sauf que c'était tellement violent avec toute l'inertie que j'avais d'estime de moi, et je me suis dit, en fait, il suffit de 5 minutes comme ça pour que tu ressombres. Donc oui, je pense que moi, c'est ça, le gros truc, c'est ça. Du coup, ça doit être super important pour toi, les gens autour de toi, les gens avec qui restent, qui t'entourent vraiment. Tout à l'heure, tu parlais de au moins ces 4 mecs qui ont eu un personnage très fort ou qui l'ont encore aujourd'hui. Peut-être ton meilleur pote. Et je me demandais un petit peu comment vous dites que vous aimez. Est-ce que vous vous appelez quand ça va pas? Est-ce que... Oui, le mec dont je parle, le mec en question, c'est d'autant plus frappant qu'il me raconte ça que lui, c'est une crème, quoi. C'est un amour, c'est un mec qui exprime complètement ses émotions. On discute à cœur ouvert complètement. Il y a aucun tabou. Donc oui, il y a des personnes avec qui je parle complètement à cœur ouvert, mais de façon générale, je parle à cœur ouvert et je pense que même quand on parlait de ces personnes fortes, même parce que cet ami-là, du coup, j'étais ami avec lui, il était plus ce personnage-là, mais les autres amis que j'ai eus qui étaient complètement dans ce personnage-là, très bourrin, très j'aime bien me battre le week-end, pendant qu'ils étaient dans cette phase-là, je sais pas s'ils l'ont quitté depuis, je pense qu'en fait j'étais leur ami un peu différent là-dessus, quoi. J'étais la personne avec qui il parlait autrement. J'en ai un typiquement qui m'inspire ça, ou au lycée, il y avait qu'avec moi, quoi, qui pouvait... je me rappelle du soir où il se fait larguer, quoi, et où il m'appelle et où c'est une épave, et puis où il y a quand même le truc de... Faut pas le dire, quoi. Tu diras pas. C'est vraiment qu'avec toi que je suis comme ça. T'étais son havre de paix, son oasis dans le désert. Ouais. Après, il y avait des jours aussi où je l'énervais. J'ai jamais trop creusé ce truc-là, mais et c'est pareil pour les autres amis que j'ai eu comme ça. Il y avait des jours où je sentais que je leur faisais du bien dans ce sens-là, et puis il y avait des jours où je les agaçais terriblement parce qu'il y avait je sais pas, ils se sentaient jugés peut-être justement dans ce personnage, qui devait être le cas, mais il y avait un truc de arrête avec de vouloir tout le temps qu'on soit dans de la bienveillance. J'ai juste le droit de faire une vanne sur ce gars-là, quoi. Ce qui est probablement vrai, hein. Mais je sais qu'il y avait cette dualité de ce que j'étais pour eux, en même temps le confident et en même temps parfois un peu le jugement. Est-ce que l'inverse était vrai? Est-ce que toi, tu étais à la fois à l'aise avec eux et en même temps, des fois, pas du tout? Je pense que j'étais plutôt à l'aise avec eux, mais à la fois pas du tout, parce que quand on était avec d'autres personnes et qui se transformaient en... Ce personnage social. Ce personnage social viril. très viril, ça me... L'archétype. Ouais. Non, j'étais plus à l'aise. Après, moi, je savais ce qu'il y avait en dessous de ça. Mais est-ce que ça veut dire que tu as cultivé des relations interpersonnelles en duo, en tout petit groupe, pour avoir accès à tes potes qui sortaient de cet archétype? Ou est-ce que c'est des gens que tu côtoyais aussi en groupe et tu étais à l'aise avec le fait qu'il y ait deux modes? Je pouvais être à l'aise avec le fait qu'il y avait 2 modes, mais il fallait pas non plus qu'il y ait... les groupes dans lesquels je me retrouvais, c'était pas non plus les groupes de bons hommes, quoi. Ces groupes-là, j'en étais quand même un peu loin. Mais oui, il y avait ce truc je les avais... on était à 2, on se parlait, c'était trop bien. On pouvait être dans des petits groupes avec des gens avec ces mêmes sensibilités, et puis ça allait aussi bien. Et puis, il y avait le 3e type. Est-ce que ça a changé un truc de devenir papa pour toi, dans comment tu te regardes? Il y a... dans comment je me vois moi, je sais pas, je sens que... Oui. Il y a quelque chose qui est très clair, c'est que quand t'es papa et surtout de 6 petits-enfants,
Je pense que ça change après. T'as un genre d'affection infinie, quoi, qui t'est donnée et que tu peux donner et qui est quand même très 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 agréable. Après, j'ai eu une conversation ce week-end aussi où je disais à quel point est-ce que ça crée des émotions extrêmes dans tous les sens, parce que ça rend dingue ça peut tellement agacer aussi ça peut te mettre dans des états absolument dingues d'énervement, mais c'est vraiment compensé par ces trucs d'affection et d'amour vraiment très sincères qui sont tellement concrets. C'est vraiment une période de la vie où c'est si concret, c'est totalement génial. Vraiment l'envie que cet enfant dorme, mais voilà, c'est ça. Mais tant qu'il est réveillé, si beau. il peut être si énervant et si cool. Ok. On arrive doucement à la fin. Est-ce que toi, t'aimerais lancer une bouteille à la mer pour les gens qui nous écoutent, peut-être pour les jeunes qui ont 16-17 ans, peut-être un petit mot pour ton toi du passé ou ton toi du futur? Pour les personnes qui sont qui sont dans des postures ou qui finalement s'en rendent pas compte, mais qui bolossent quelqu'un, quoi. Parce que c'est vraiment important de se rendre compte de l'effet qu'on fait quand on bolosse quelqu'un, quoi. On le rend malheureux. C'est triste, quoi, de passer ses journées à pas avoir son groupe de potes, à pas pouvoir s'amuser. Alors voilà, moi mon message il est pour tout, parce que c'est pas non plus la caricature, je pense, du bolosseur qui est le gros méchant. Il y a un prisme gigantesque avec plein de gens qui peuvent être hyper sympas 90% du temps, et puis je sais pas, là ils ont une tête de turc, quelqu'un, ils aiment bien se défouler sur cette personne, et puis mais même si ça paraît être anodin, faut prendre le recul, parce que je fais tous mes jugements de valeur, mais ça me rappelle aussi un souvenir que j'ai moi, où je me souviens très bien que sans m'en rendre compte, je bolossais quelqu'un. Je me souviens, c'est marrant, c'est un souvenir qui me revient très, très clairement, qui fait relativiser, où je prenais des cours de tennis, et puis il y avait une nana qui venait, et puis qui était assez introvertie et tout, et puis moi pour le coup dans le cours de tennis j'y étais depuis un an ou deux, j'étais assez à l'aise, on n'était pas très nombreux, et du coup j'étais dans ce truc un peu d'énergie à infini dont je parlais tout à l'heure, et puis quelque part son truc un peu introverti peut-être m'agaçait, mais je me rendais pas compte, quoi, et je me souviens d'un jour où je pense que je fais pas des choses incroyables, hein, mais c'est peut-être juste quand c'est à son tour de jouer, quand on tourne, parfois je passe devant, genre bon, vas-y, t'es pas assez rapide ou je sais pas quoi. Mais je me dis que c'est pas grand-chose. Et puis un jour, il y a après, je suis petit, hein, mais du coup c'est sa mère qui vient voir la mienne, ou qui vient me voir, je sais même plus comment ça s'est présenté, pour dire en gros arrête de faire chier ma fille, quoi. Et ça m'a frappé parce que vraiment j'étais pas ce gars-là, mais en fait si. Enfin, c'était ma partie comme ça, et voilà, et je me suis senti tout nul ce jour-là, et j'ai fait je pense que j'en ai fait des tonnes dans l'autre sens les semaines qui ont suivi, ce qui devait pas être non plus hyper naturel, mais bon, voilà, en tout cas je pense qu'on le fait tous un peu à un moment où en tout cas, c'est une tendance qui peut venir, qui, je sais pas si juste elle fait du bien, ou alors si juste elle apporte rien, mais on se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui est encombrant, et puis on le pousse un peu, mais voilà, peut-être prendre un petit peu de recul sur ce genre de choses. Essayer d'être un peu plus bienveillant. Toujours. Écoute, c'est un beau mot de conclusion. Merci beaucoup d'être venu te livrer à ce micro, d'avoir tenté l'expérience. Merci de m'avoir donné la parole. C'était super de t'avoir. Et puis pour tous les gens qui nous écoutent, merci de faire vivre le podcast, d'en parler autour de vous. C'est ce qui nous aide à ouvrir un peu le sujet sur la masculinité, sur la virilité, sur tous ces tabous. Et puis peut-être petit à petit, arrêter de bolosser des gens. Merci Louis.